Thank you. In a town called Saga, I slept on a futon on a temple floor. Koji drove me from the station and complimented my sparse belongings. He said that most people who stay with him bring too much. People need too much, he said. I didn't say that in the heat, with my tired body, that even a small bag felt as heavy as a life. Koji's father led the temple before him. We shared cold tea in his kitchen and he told me that guests weren't allowed to use the gas stove. It wasn't safe. I was hungry that night and didn't sleep well. I heard Koji talking with his wife as they prepared dinner. I woke to the sound of bells and his early calls of the sutra. The story of the sun goddess, Amaterasu, says that she hid in a cave after she argued with her brother, the god of storms. It was a silent defense to stop herself from outwardly expressing her anger and frustration. Without Amaterasu, the world was in darkness. Eventually, she was coaxed out by a dance performed by her brother's friends. They held up a mirror. Amaterasu saw herself, reflected, and the earthly image pulled her out of the cave. They sealed the cave so that she could never go back in. It was her responsibility, as the goddess of sun, to be in this world, otherwise everyone would be in darkness. The people called hikikomori also retreat into a cave. A hikikomori is defined in Japan as a person who has not left their room for 6 months or more. They are mostly young men, although now they are getting older. The word can be translated to mean pulling inward or withdrawing. It is thought that there are around 1 million of these people living in this condition in Japan, but it is hard to measure this for obvious reasons. One expert defines the condition of hikikomori as a coping strategy that is activated in response to the excessive pressure of social realization that's typical in a modern individualistic society. A hikikomori can therefore be a person and a condition. Some see the phenomenon as the ultimate expression of passive-aggressive behaviour. It is a rejection of society by inaction, by refusing to participate. Like Amaterasu, they shut out the sun. I had hoped that the situation of the hikikomori may offer a way to understand some of the anxieties of a life, the resistance we sometimes feel to doing something just because it is what everyone else does. How do we cope with this division between the cave and the sun? When do we learn to want to be alone, to hope that solitude will soothe suffering? In Nagasaki, the air was an iron grip on my chest, nose, eyelids. I dripped sweat. I didn't want to walk. I ate noodles in Chinatown and then went to a bar, drank umeshu, sweet liquefied summer night. I wore a white shoulderless dress. I met Pedro, or Pedro. He phoneticized it for me. Pedro was perhaps 60 years old. He was a Catholic Japanese, he explained, partly in English, partly through his computer's translator. His wife was a Catholic. She was dead now, but he had converted and taken a new name. I tried to say that there must be a lot of Catholics in this area, but he didn't quite understand. Urakami Cathedral was destroyed in the Nagasaki bombing, except for its facade. In Hiroshima, where I'd been before making my way down to Saga, the enormous domed building, the only building that survived the bombing, had been left just as it was on the morning of August 6, 1945. It looks the same for us as it did for them. The rest of the city is new arcades and narrow 1960s streets. But in Nagasaki, they rebuilt Urakami Cathedral entirely, so you wouldn't know how broken it had been. I cannot decide if it is better to leave the wound exposed. Pedro was dressed in pink slacks, a striped blue shirt, breeches and hat. He carried a fan that he pulled out when he arrived at the bar. I went again the next night, and Pedro was there too, in his robe this time. Maybe he had just been at the onsen spa. He had a wry, gentle smile. It was nice to be recognised after weeks alone.
I had been that day to the hot springs in Iwojima and could not believe the relief of floating in hot water on a raging humid day, but the atomic bomb melted the city in this same kind of heat. The writer Kamo no Chome turned his back on society in the 12th century. After he was passed over for promotion in the family's Shinto shrine, he took Buddhist vows and became a hermit sometime around the year 1188. Chome lived in a small hut that he built himself in Hino, in the mountains near Kyoto. In his book Hojoki, Chome talks about how after he's been away for so long, the mountain deer come up close to him, reminding him how distant he is from the rest of the world. But he doesn't find peace or any kind of enlightenment when he is alone. The book ends with Chome concluding that his heart is corrupt, that he cannot truly leave the city, and he cannot live there either. Solitude makes something fester inside him. Bend to the ways of the world and you will suffer, he says. Bend not and you will look crazy. He seems to be saying we have got ourselves into a difficult bind. The story of Hiromi Soto is the last one I have, and I will read it now. Her son Hikaru is a hikikomori. A psychiatrist who specializes in the hikikomori condition says that most problems lie with the unhappiness of the mothers. The parents of these mothers, traumatized by the war, created fussy, meticulous households in which children became vigilant but unemotional. They could devote their whole lives to education, to serving a company, but they were not equipped to raise their own children. I don't want to make such a judgment in favour or against Hiromi Soto. If there is anything I have learned from the quiet that takes over me at times, my own urge to retreat, is that observing people you realise nobody is wholly bad nor completely good in all parts of themselves. So, Hiromi Soto. Hiromi Soto arrives in Nagasaki in the raging heat. Although this is the town of her birth, she cannot accustom herself to this air that is like fire. Standing at a tram stop for the old Chinatown, she wipes her brow. A tram approaches, one of the old loud ones that were here during her childhood. The tram line follows the curve of the sea. At the port of Nagasaki now there are cafes, restaurants selling pizza and seafood, where once the only operation was industry. Hiromi's mother still lives in the house where Hiromi was raised. The house is 60 years old, with traditional wooden walls, a tiled roof, old tatami on the floors that needs replacing. Hiromi has neglected her mother. She has been preoccupied with her son Hikaru. She must get the tatami replaced. Her mother greets her outside the front door. Her grey hair is long and tied back in a bun. "You came all that way." Her mother's voice has become gravelly with old age. "It's hot, Oka-san," says Hiromi. "You shouldn't stand outside." Hiromi puts her bags down in the kitchen and her mother spoons tea into a pot. "How is the boy?" her mother asks. Hiromi opens her mouth to speak, to repeat the responses that she is used to saying, the shield of lies that protect against shame. But she's caught on the threshold of something else emerging from her, a confession and collapse, the wave and destruction of a city. She swallows and says that Hikaru, her son, is still having some difficulties, but is working towards improvement. Her mother nods. The air in the kitchen is very warm, but the heat is softer and drier than outside. Her failed son, she loves him. Hiromi did what she was raised to do, but something went wrong. She took control of his education, her husband worked, that was how things were done. She sent her son to cram school, where the children were at their desks at 7 in the morning and released to their futons late in the evening. She found a good elementary school. She could not get him into the best high school in Nagoya, but it was the second best, and that was okay, she thought. The pressure and expectation have always felt monumental, almost religious, like the eyes and hands of gods haunt her. Her failures amount to disrespect of them. Her mother wakes, and Hiromi hears the shuffle of slippers as she slowly comes to the kitchen. The age of her mother's body quietly shocks Hiromi, particularly in the morning, when a person is at their most vulnerable.
Like a prehistoric bird, her arms are bare in her nightgown and her hands are claw-like. Her back is bent, skin loose and wrinkled, the stomach hanging low on her thin frame, an ancient reminder of a pregnant body. My back aches, her mother says. We'll go to the spa. The onsen close by is a small one, just a single pool for women and another for men. Hiromi and her mother scrub their bodies before they bathe, and Hiromi wonders how many times they have done this. They lower themselves with quiet ceremony into the water. Hiromi finds peace in this moment. The heat of the water miraculously comforts her after the heavy humidity of Nagasaki's streets. Hiromi adapted to the situation of her son. She put a tray of food outside his door 3 times a day. She made a shield of lies against shame. Nobody can know, her husband said. Hiromi entered her son's room only once. He jumped at her, wild with all kinds of fear, violated by the world that threatened him on the other side of the door. Bitch, bitch, mother, her son spat at her, his creamy, sad mouth like a newborn. Her son's long fingernails dug skin out of her forehead as he clutched her face and screamed. He held her head to help him push her back out of the door. Hiromi tripped backwards and they fell together, mother and son, her small frame first to the floor, Hikaru's tall body helpless and crushing. His knee hit her stomach and then he fell to the side, rolling away from her. She was silent. She understood. She had crossed the gate to the other side. He had crossed the gate to the other side, but Hiromi did not know if he had entered the sacred or the profane world, or which one he left her in. Her coward son, she loves him. After 20 minutes, Hiromi and her mother leave the onsen pool. They walk back through the washroom, where the air is hot, and while Hiromi thinks simultaneously of all the things that might have helped Hikaru over the years, perhaps she should have been tougher or got her husband involved, that his retreat and total dependence on her is a gross act against nature, like a child trying to crawl back into the womb of the mother. She thinks of what they should eat today when they get home from the onsen, and then a few steps in front of her, Hiromi's mother slowly collapses onto the ground, as though a snake shedding its skin in soft scale flesh folds. Her head collides in silence with the edge of the tiled shower. The head is quick to bleed. When Hiromi reaches her mother, trails of blood intersect with water on the floor and in the showers. Her mother is conscious, her eyes open and looking up at Hiromi, and there is something bewildered in her look. She is naked and streaked with water and blood. Hiromi brings her mother into her arms, soft and wrinkled as a newborn. Thank you. Il s'agit d'un texte que j'écris pour commenter l'œuvre d'un très grand photographe français encore vivant, Raymond Depardon, qui a eu la chance de prendre en photo et d'immortaliser les jours de négociation entre la délégation algérienne et la délégation représentant la France à l'époque, à Évian, juste en face, pas très loin d'ici. Donc ce sont des photos inédites, mais ce ne sont pas uniquement ces photos-là que je dois commenter. Ça fait 3 mois qu'on m'a demandé ce travail, ça fait 3 mois que je bloque. Maintenant, je sais pourquoi j'ai bloqué. Et pour y répondre, j'ai imaginé un faux entretien avec un journaliste qui n'existe pas. Question. Monsieur Daoud, ces images datent du 18 mars 1962. Elles ont été prises à l'hôtel du Parc à Évian-les-Bains. Elles commémorent un grand moment de l'histoire de votre pays. La signature des accords de cessez-le-feu et la déclaration d'indépendance de l'Algérie après 132 ans d'occupation française. Que ressentez-vous en regardant ces photos? Réponse. Je ressens de la colère, mais de la colère contre mon ancienne colère. Elle m'a piégé. Je réalise brutalement qu'on m'a piégé. Car, au premier mouvement, je ressens de l'admiration, le besoin de faire l'éloge de ces personnages historiques, ces héros de notre mémoire. Ils sont les pères fondateurs de notre nation. Je sens monter en moi un récit d'hommage et d'adulation, le besoin de vous dire « Oh oui, ils sont nos héros et pour l'éternité ». Regardez-les sur ces photos prises à Évian. Ils sont la fierté du corps, dans cette pose de redressement du corps après l'écrasement de leurs ancêtres, des miens par la colonisation. Il y a ces sourires,
Ils négocient le cessez-le-feu et l'indépendance tant attendue depuis des siècles. Parfois, on ressent une tension sur les visages. L'atmosphère est solennelle. On songe. Que pouvaient-ils ressentir avec le poids de centaines de milliers de morts sur le dos, le regard des survivants, l'attente de tout un peuple? Mais là, ils négocient à peine avec leur vis-à-vis. Ils semblent plutôt imposer leur volonté, jouir du lendemain généreux d'une victoire. Il y a une égalité entre eux et leur père en face, comme s'ils répétaient à leurs adversaires « Oui, oui, on comprend que vous allez ruser, mais vous avez perdu. Cette guerre est finie et à notre avantage. » Il y a presque un triomphe paternaliste chez ces hommes face aux vaincus de la guerre d'indépendance. Alors, je sens monter et se reconstruire le même récit qui m'a été inculqué depuis mon enfance. Voici les pères héroïques. Donc je suis le fils? Non. Je suis le vide, le rien, l'indigne qui n'est pas né, ni mort à cette époque de gloire. J'ai raté ma vie avant de naître. L'école, la télévision, le parti unique des vétérans, le temple de la décolonisation, de tout leur poids, pèsent en moi et conditionnent ma parole par leur lest mauvais. Dès que je croise un héros, je ressens ma dette et mon indignité. C'est comme ça qu'on m'a éduqué depuis mon enfance. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas regarder ces photos des libérateurs sans refaire un peu la guerre ou se sentir obligés d'applaudir, de nous écraser, d'affirmer notre reconnaissance absolue. On est conditionné à répéter des chants patriotiques, des mots pompeux. Il n'y a de vraie vie que pour ces morts illustres. Nous autres, nés plus tard, après la proclamation de l'indépendance, nous devons attendre, et attendre encore, et toujours. Au fil des ans, j'ai appris cependant, secrètement, à mettre de la distance. Je commençais à soupçonner que dans cette affaire, c'est peut-être moi le vivant et qu'ils sont vraiment morts. Je commençais à douter et à conclure à la primauté de l'instant sur la nostalgie, de la chair sur la mémoire. Alors, si je ne ressens pas ce qu'on m'a appris et inculqué, que dois-je ressentir? Mon corps, ma liberté. Ma réponse à ce culte a été violente. 2 points. Je veux me libérer des libérateurs. Je ne veux pas être un décolonisé. Vous savez, dans le couple colon-colonisé, on a oublié le décolonisé et le décolonisateur. Ils sont occultés par l'histoire officielle et le chant patriotique. Pourtant, le lien entre le libérateur et le libéré après les indépendances peut être aussi néfaste, être ruiné par de nouvelles guerres internes ou se dégrader en haine et servitude, en domination et révolte. On n'en parle pas suffisamment alors qu'il nous interpelle dans l'urgence. Question. Mais, M. Daoud, pouvez-vous nous expliquer ce lien que vous avez avec les héros de votre histoire, les décolonisateurs en chef, comme vous les désignez? Réponse. Voilà. Le décolonisateur, c'est le père qui ne veut pas mourir, le héros éternel. Quand il meurt durant leur combat, il ne meurt pas. Il devient martyr, shahid. Le Coran le répète, je cite, « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. » Quand il survit, il devient un vétéran. Les vétérans ont un parti, des organisations politiques, des rentes à vie, des privilèges d'impôts et pour l'emploi de leurs enfants, ont un droit de regard sur les dépenses publiques, les élections. Ils ont même des associations pour assurer les mêmes privilèges pour leurs descendants et ils décident dans la commission qui donne des visas pour les films sur la période de la guerre. Ils censurent et refont les scénarios. Le martyr a son nom partout dans le pays, les rues, les places, les livres, les télévisions. Et quand il ne meurt pas réellement, il prend le pouvoir après l'indépendance. Il possède tout. Car le pays est à lui. Car il l'a libéré. Nous y sommes, nous, les nés plus tard, les malvenus presque. Des habitants qui ne remercient pas comme il faut, ni suffisamment. On est des locataires déjà endettés. Devenu chef, le décolonisateur, là aussi, ne meurt pas. Il vieillit. Ne veut pas de transition politique, de passation, de démocratie, de liberté, de nouveau-né. Il est là. Il a vaincu la France, donc il a vaincu la mort. Il n'ira nulle part. Des élections fausses, des commémorations sans fin, des transitions promises et démenties, des discours de menaces, un culte des frontières, des propagandes sur l'ennemi extérieur et la France. Le décolonisateur fige le pays, l'immobilise pour immobiliser le temps, impose les couvre-feux, les autorisations de bouger et de se réunir, les barbelés, la torture, la guerre civile même. Il rejoue la guerre quand ils se sont menacés par la paix. Le décolonisateur déteste le mouvement et la liberté. Il a inventé la liberté, il l'a définie alors une fois pour toutes, et selon ses décrets. Quand les décolonisateurs, quand ils ne sont pas morts, ont souvent été le malheur des pays décolonisés. Ils ont accaparé les richesses,
paralysé les pays, soumis la terre à leur lubie et à leur propriété. Ils ont féodalisé leur nation. Le décolonisateur en chef devient une caste, une rente des privilèges de colons. Il a les meilleures fermes à son tour, le mépris, les armes, le discours et cette vanité de se croire fermé de Dieu, laboureur au nom du salut ou des terres inconnues. Ici en Algérie, le régime a toujours parlé de cette façon. Je te nourris, je t'habille, je te loge, sans moi tu serais encore nu et affamé, je te protège contre ta propre barbarie naturelle. Le décolonisé est alors une piètre figure soumise, un être obligé de se faire le ventriloque des morts. Il doit apprendre à rendre hommage, se souvenir et pas respirer, remonter le temps et pas l'interroger, passer une vie entière à dire merci et à s'écraser, se culpabiliser. Sa chair, son corps s'en ressentent. Ils sont tordus par une violence rentrée, une mollesse d'impuissant, une maigreur de culpabilité. Son seul moyen de s'affirmer, c'est de refaire la guerre à la France. D'où ces hystéries présentes chez les jeunes générations contre la France et ses complots présumés. Ces générations, faute de sens nouveau, refont la guerre. Espèrent ainsi ne pas mourir, mériter, avoir du sens, être les pères. Ils espèrent plaire, et moi, je ne veux pas plaire. Mon reflet, je ne pense pas le retrouver dans des cimetières. Alors, quand je regarde ces photos, je veux avoir une admiration pour une époque, pas le même chant qu'on m'a mis dans la bouche. Je veux retrouver cet instant dans sa totalité, sa plénitude, mais sans me transformer en une sorte de revenant sur des lieux où je n'ai jamais été. Je veux interroger du regard, mais pas m'excuser d'être encore vivant. Je veux renouer un fil de la généalogie, mais sans obscurité. Pour être sincère, je veux être libre comme l'ont été ces héros. Obscurément, je rêve de négocier mon indépendance avec eux, comme ils l'ont négocié avec leurs adversaires. Je veux avoir le même corps qu'eux, invaincu, fier, debout, redressé et comme pesant d'un nouveau poids retrouvé. Ils ont mené une guerre pour que je sois libre, je veux être libre entièrement, y compris de leurs dettes. Je ne veux pas être le décolonisé, ni chez moi, ni ailleurs. Car ailleurs, on me le demande toujours, encore et encore. On me questionne comme si je sortais d'une bataille la veille et que je venais de déposer le fusil à la porte de la salle de conférence. On veut sonder mes raisons, mes sensations, mes colères. On s'étonne si je dis que je n'ai pas fait cette guerre et que je n'ai aucune colère. Que j'aime me souvenir, mais pas disparaître au profit de ce souvenir. Dans certains pays où je prends parole, on s'étonne presque de me voir vivant. On s'étonne de ne pas me voir faire la guerre. Les universitaires occidentaux m'examinent comme une maladie ou un monument. Si je ne souscris pas à la pose du décolonisé type, on m'accuse de trahison. On m'affirme, doctement, que je suis dans le déni, alors qu'ils sont dans le déni de ce que je suis. Ils me répètent que j'ai honte de moi-même, alors que j'ai surtout honte de ne pas être moi-même. On me pousse à revoir mes positions. 2 points. En tant que victime de la colonisation, en tant que décolonisé, tu es un revenant. Pourquoi tu te prends pour un vivant? Tu es déjà mort, et c'est tant mieux, c'est toute ta gloire. Et ma part d'organes et de respiration, d'amour et de doute, mes mastications et mes sueurs, ma façon de marcher le monde et de marcher pour déplier la terre, sont-ils des illusions? Je ne veux pas être un décolonisé, mais un être vivant, un homme qui balance son poids d'une plante de pied à l'autre et qui en éprouve de la puissance et de la possession. On possède plus fermement avec les pieds qu'avec les mains. Je scrute encore ces photos. Ces hommes sont morts, ils sont héroïques, mais moi je suis vivant. Je veux me souvenir de moi-même et pas seulement d'eux. Parce que lorsque je tâte ma mémoire, elle est la mémoire du pays, du nous collectif, de ses pères et de ses moments. À peine y ai-je gardé le droit d'avoir un prénom. Je veux marcher à leur façon et rire d'un triomphe. Je ne suis pas une photo ni un revenant. Tous les miens, presque, sont en colère, creusent les tombes, ramassent des os, brandissent des preuves de torture et de bataille, fouillent dans les archives pour trouver des traces, se souviennent, ont des mémoires comme des ombrelles. Je les respecte pour leur choix. Mais moi, j'ai épousé mes sens, l'effrayante pointe de l'instant. C'est mon droit d'avoir un corps, de ne pas être un revenant perpétuel. C'est mon droit de voyager dans le monde, d'écrire sans être sommé, de rejouer la guerre ou de culpabiliser les descendants des colons. J'en suis fatigué et je suis en colère contre cette colère. Voilà. Maintenant, après avoir avoué tout ça, je regarde autour de moi dans le monde et ses villes. Il y a autant de choses à raconter, à décrire pour participer à leur éternité, à imaginer. Je suis le centre du monde. J'ai vu hier, dans la lumière de midi, une abeille alourdie faire plier le bout mauve d'un romarin. Je fixe encore une fois ces photos, je les fais défiler, puis je lève les yeux vers le jardin où je suis assis. Je suis dans ma maison.
Je ne suis pas un fantôme dans une maison qui n'appartient qu'aux morts. Je signe, par exemple, des accords avec les signataires des accords d'Évian. Je suis libre, ancien, nouveau. Je vous remercie pour votre sacrifice indépassable, votre geste, votre héroïsme, pour cette façon que vous avez eue d'imaginer mon avenir, mais je veux être indépendant, du nord au sud. Je ne veux pas que vous restiez sur ma tête et mes épaules. Je veux que nous vivions la liberté que nous avons imaginée ensemble. Je veux une indépendance entière sur tous les territoires de ma peau, la proclamation de ma souveraineté. L'exprimer ainsi fait battre le cœur de peur. C'est une révolte gigantesque. Une hérésie dont on doit mesurer le coût dans les pays des décolonisations. Car les morts tuent. Le temple est soupçonneux et violent. C'est un culte, et le culte invente le rite et le procès. L'écrire, c'est être menacé par l'ancien scénario. On tue le père, on risque d'errer les yeux crevés. Question. Mais qui sont alors ces hommes, M. Daoud? Réponse. Ces héros sont aussi des figures ambiguës. Je dois m'en souvenir car c'est la loi de l'hommage dans mon pays. Mais leur nom s'abîme, se désagrège à cause des falsifications dans les livres d'histoire. À chaque époque, le régime en biffe quelques-uns ou met d'autres au premier rang. Ce jeu de faussaires sur les archives crée un trouble. Qui est le traître et qui ne l'est pas encore? Qui a trahi ou qui s'est refroidi dans son ardeur? Certains de ces hommes seront assassinés par leurs frères de combat quelques années plus tard. Karim Belkacem, celui qui a l'air du chef de la délégation, sera assassiné le 18 octobre 1970 à Francfort par la sécurité militaire algérienne, 8 ans après ces photos. Il était le signataire de l'acte d'indépendance de l'Algérie. En Algérie, à cause de la mainmise du régime sur les archives, on ne sait plus qui est mort dès cette époque ou qui ne l'est pas encore. Ce n'est pas une plaisanterie, mais une réalité. Il faut être journaliste, historien, commissaire politique pour faire la différence entre les morts et les vivants. J'ai été surpris il y a des années par l'annonce de la mort d'un tel, car je le croyais décédé. Je découvre qu'il est seulement tombé en disgrâce et qu'il a choisi de se retirer de la vie publique. Ils sont étranges, nos livres scolaires, à cause d'une histoire de trahison, de meurtre, de correctifs révolutionnaires et de coups d'État. Ils ont appris la leçon. On parle de l'histoire de la guerre, de la décolonisation de la France, mais en général, presque sans nommer personne à cause du tumulte des versions. Sauf les noms les plus importants ou ceux de la préhistoire, c'est-à-dire de l'histoire d'avant la guerre de libération. L'évocation est brève, consensuelle, gommée, vidée des aspects gênants. Un musée de cire sans trait, ni visage. Donc, aujourd'hui, je regarde ces hommes, j'essaie de déterrer leur nom et je reste prudent. Si je n'étais pas écrivain et journaliste, j'aurais choisi de me tenir à distance, d'admirer sans ouvrir la bouche pour ne pas me compromettre. Sait-on jamais qui a trahi et qui ne l'a pas fait? Sait-on jamais qui est vivant? Surtout à ce moment de 1962, là, juste après la signature des accords d'Évian. Car c'est là que la guerre avec la France vient de finir et que la guerre entre les libérateurs va commencer. On passe de la fratrie au fratricide. Prudent, j'aurais fait le mort, examiné la photo, sondé mon ignorance technique, le blond des noms dans ma mémoire, et j'aurais passé mon chemin. Question, mais ce n'est pas le cas. Vous vous sentez concerné par ces archives, toujours? Réponse, effectivement, ce n'est pas le cas. Je suis ici impliqué. Il s'agit de mon corps et de ma liberté. Des négociations entre moi et les morts. Voici ce que je propose. Je cède mes droits sur le passé. Ils peuvent le définir. Sur certains lieux de bataille et d'héroïsme, ils les occupent déjà. Je cède mes droits éventuels sur les noms des rues, les baptêmes des grands édifices, les jours fériés et une partie des manuels scolaires. Ils peuvent avoir leurs portraits dans le pays, les espaces publics et sur les monnaies. Ils peuvent jouer dans une partie des films de notre pays. Et les enfants peuvent être leurs enfants ou porter leur prénom. Mais en contrepartie, je veux être libre de les ignorer et de parler de ce que je veux dans les autres livres, et les autres films et les autres chansons. Je veux avoir le droit absolu sur le présent et le futur. Je veux aussi dessiner librement, ériger d'autres monuments destinés à rendre hommage à d'autres ancêtres, à des récoltes, à des mythes autres que le récit de la guerre. Je veux aussi choisir d'autres prénoms et préférer les arbres aux monuments. Je veux aussi d'autres timbres et un éloge du désert dans les manuels. Des noms pour les montagnes qui ne soient pas liés à des batailles et le droit de rire surtout. Danser sans me sentir coupable et être nu ou dans l'excès. Aimer les autres pays sans que les morts ne me qualifient de traître. Et je veux parler plusieurs langues et pas seulement la langue de leur silence. Je veux que le pays soit coloré, barbouillé de couleurs,
fouiller dans le passé selon mes volontés et publier d'autres versions de leur vie et de leur mort et des faits d'autrefois. Je veux qu'ils respectent ma liberté et ma vie. Si on tombe d'accord, on vivra. Ils peuvent rester. Sinon, je vais être obligé de me battre pour ma vie et eux pour leur mort. Et c'est moi qui vais gagner. Ou mes petits-enfants, j'en suis sûr. Le saccage de la révolte et de l'irrespect leur sera fatal et les effacera pour toujours. Et je ne le veux pas, ni pour eux, ni pour moi. Merci. أنا هقرا نص قصير جدا دكتور محمود. أنت قلت إني هقرا نص قصير جدا علشان كسر إنك تقرا بعد كده إنجلش عشان ما ناخدش وقت طويل. He will just read a short text in Arabic, then Catherine will recite the English part. اسمي إذن كان يمكن أن يكون محمد عبد الحميد سيد علي أو محمد عبد الفتاح سعد ريحان، لا فرق، وألا يلتصق بي اسم سيباك، وما جلبه علي من سخرية وخجل كلما قال لي أحد ما اسمك وأقول سيباك، يمنع ضحكته بالعافية لو كان ممن يحافظون على مشاعر الناس. أما لو وقعت في أحد أراذل القوم كالصول عزت والصول بشندي في الجيش، قل على مزاجك يا رحمن يا رحيم، كلاهما أرزل وأثقل ظلا من الآخر، يستمتع باستفزاز الرائح والغالي، استفزازي تحديدا وترك 5 أسماء من اسمي مناديا يا شباك، لا فرق، شباك سباك، لكنني كنت أرد الصعصاعين وأضحك عليه العساكر وأجلب على جسد الضعيف دفعات متكررة من التمارين الرياضية القاسية والعنيفة، 6 استعد 9 استعد حتى أهلك من التعب. أمي صاحبة كل تلك العوالم ظلت تحتوي كف الصغير بعد توقفها عن حملي على كتفها، ربما حتى دخول الكتاب ومن بعده المدرسة. كنت أفرح وأستمتع بحملها لي لتحافظ على نظافة ملابسي عندما تتحول شوارع طنطا لمعجنة كبيرة من الطين في الشتاء، ويمشي كل الناس بمحاذاة جدران البيوت. أبي ضاق بي، وكلما رآها تحملني على كتفها يقول خليه لازق فيكي، ابقي تفي على وشي لو طلع راجل. بموتها بالسرطان وزرع الشعور الحاد بالوحدة وتركي لحزن ساكن للروح ولا يفارق، كنت أتساءل عن سر كل تلك اللخبطة حتى أوجد أساسا قبل ابتلاع عشرات من أي حبوب متوفرة مرة وسم الفئران مرات. أتساءل أكان من الضروري أن يأتي هاشم جدي من أقصى الصعيد لطنطا ويترك أبي وعمتي ويعود مرة أخرى دون أن يعرف أحد إلى أين ذهب؟ أكان من الضروري أن يموت زوجها الأول عبد الحميد بعد أن يترك لها 3 بنات ويسافر عبد الفتاح لبناء مدرسة في بلقاس يتزوجها ويخلف 2 ويموت هو الآخر تاركا لأمي، لتقع أمي في شر أعمالها مع رجل محب للعكننة والنكد كعيليه تماما، هو أبي الذي لا يتوقف عن التهديد بتركنا وعمري 2 عام والزواج بامرأة أخرى غير أمي تملأ له البيت عيال من صلبه. في كل إجازة تالية مقاولة كبيرة وجيبه عمران بعشرات الجنيهات وتترجم أم التهديدات أنت من الناس اللي الفقر لها دواء. جدتي التي حاولت تقتلني وأنا صغير، حاولت تفك صورتي وتقتلني وأنا صغير في ساعتي الأولى على الأرض. أبي الذي يراني مانعا وحيدا أمام تأسيس جمهوريته المستقلة عن مملكة أم ممتدة في 5 بيوت لا يرى نفسه في أي منها. وأمي الروح الحارسة لبهجة يتيمة في الحياة غلبها السرطان بعد أن أكل نصف صدر. كنت أبكي عليه صغيرا وكبيرا، النصل يغوص داخل شرياني والدم يندفع بغزارة ليست كافية لموت سريع لا آلام فيه.
تواجهني الشجرة المعقدة، تتزاحم الصور البعيدة التي رأيتها والتي اجتهدت في تخيل ملامحها. نجية سباك الجدة البعيدة، نجية ندى جدي جدتي، معاولة صعود الجبل خائبا بعد محاولة يائسة لإيجاد يوم عمل واحد في عمان، محاولات قتلي بضع مرات في عمان بلا مناسبة إلا مصادفة وجودي العابر، آلاف الدنانير الضائعة مع آل حسونة، العودة للجلوس على المقاهي دون طائر من جديد، القرف من استمرار الدورة، مطاردة شعاع الشمس في غرفة لا ترى الشمس والعالم حيث يمكن رؤية السماء بوضوح، أغرس النصل بقوة مرة أخرى ليندفع الدم بغزارة وأنا أتساءل لماذا أنا هنا؟ لماذا تطاردني كل تلك الأشباح وكل تلك الوجوه كلما فكرت في تذكري وجه أمي؟ شكرا. On my parents' wedding day, my grandmother Jamila beleaguered my mother. She stood in front of our house shouting and screaming, "I don't want my son to die. This woman has killed 2 men and 2 boys already." Then she called out to her dead brother and wailed, "Abdel Fattah, give me my son back." My father emerged from the house to express his gratitude. "Sod off," he said. "You chased my father out of the house, you got remarried and had other children, you threw me out to my uncle's house. Let me be a woman, God damn you." My parents and my grandmother kept their distance for a while until I was born. That was when my grandmother came to bless my birth with the first murder attempt of my life. I was only a few hours old. As my mother was slipping in and out of consciousness, my grandmother tried to unclamp my umbilicus. She didn't want anyone to connect her son to my mother. If it weren't for my 5 sisters, my lifelong guardians, I would be dead. And I wish they'd let my grandmother relieve me of the burden of life, but they didn't. "Aunt Jamila is trying to kill Muhammad," they cried. "Our first Muhammad, the only living male child after the death of Saad and Al-Sayed." Later on, I was accused by this same murderous grandmother of bringing bad luck to the family. Just like she accused my mother when my sister Azar, who was born a year after me, died. I now became the only son of my parents, a suspect of murder merely by having lived, and as if I had somehow helped Azrael, the angel of death, claim the souls of Saad, Al-Sayed and Azar. On the train to Belkas, the city in northwestern Egypt, my mother was crying as she revealed to me the secrets of my birth. I learned that even my maternal grandmother had died after the birth of her son. I realised then that this side of my family was cursed by living a hard and lonely life, and that I in particular was the heir to a long line of lonely, miserable orphans. Before we got off the train, I handed my mother £3 I'd taken from my aunt Nagia. My mother took the money and raised her face to heaven. She asked God for mercy and protection. My existence could have been avoided simply had any of my mother's previous 2 husbands lived, or had my father not been greedy enough for his uncle's fortune to pursue his own cousin, or had my mother not returned to Belkas at all with her inheritance which had shaped her destiny. I could have been Muhammad Abdel Hamid Al-Sayed Ali, or Muhammad Abdel Fattah Saad Riham. The name Sabak, plumber, with its torturous connotations, could never have stuck to me. Only the most behaved of people stifled their laughter when they heard my name. As for the smug corporals in the army, they called me Shabak, which literally means window. Being a veteran actor, I responded to their mockery by mirroring their faces and accents, which made them torture me with push-ups and crunches until I was sick with exhaustion. My mother, the queen of these 3 cycles of marriage, held my little hand in hers after she was no longer able to carry me. She carried me on her shoulder every day as she took me to the Kotab, the Islamic madrasa, and probably until I was old enough to go to school. I loved being carried by her. She wanted to keep my uniform and shoes clean, especially my shoes, since our streets turned to mud in winter. My father wasn't happy about this. He said to my mother, "You let him stick to you like that? Spit in my face if he'll ever become a man." When my mother died of cancer, I suffered from acute depression. A deep loneliness overtook me. I kept wondering about the reason for this chaotic life, for my very existence, and before the idea of popping pills or rat poison took hold of me, I usually wondered, was it necessary for my grandfather, Hashem,
to come from Upper to Lower Egypt and leave my father and Aunt Dalat? Was it necessary for Abdel Hamid to die, leaving for my mother 3 daughters? Was it necessary for Abdel Fattah to leave to Belkis and build a school, then die, leaving my mother and 2 extra daughters? Was it necessary for my mother to fall for a grumpy man like my father, who loved fights as much as he did his eyes? My father used to threaten us that he would leave and remarry if my mother didn't fill his house with his children. Usually he did that when he had a little bit of money, after a good gig when he earned 20 to 30 pounds. My mother would retort, "You're one of these people for whom poverty is therapy." Lost among memories of a grandmother who tried to unclamp my umbilicus to kill me, a father who saw in me the only barrier to starting a new family, and a lovely mother who was defeated by cancer. And as the blade pierced my wrist and blood came out slowly, alas, not enough to kill me, I saw the complex tree of life and the distant crowding faces which I tried so hard to recall accurately. Nagia Sabak, Nagia Nada, and my grandparents. When the blade pierced my skin, I relieved my futile attempts to reclimb the mountain after each losing battle. I relived my few murder attempts, for no reason at all except just being there. I remembered the thousands of pounds I'd lost to the Hasunas and all the cafes I'd been to. I remembered my disgust with redoing this all over again, chasing sunshine in a windowless room, longing for clear skies in this polluted world. I pushed the blade deeper, blood gushed forth. I asked myself, why am I here? Why am I beleaguered by these faces and these shadows? Why have I remembered my mother's face? Is it looking for support in this too lengthy life, in this lifelong insolvency? I pushed the blade deeper and deeper, but when I woke up the next morning, I was still there, neither alive nor dead. To tell you the truth, whenever the poison and the blade confer, and I remember my trip with my mother on the train, I mull over her life and mine, and I do not see any reason for existence, or for more tactics and strategies to continue this life.
J'ai trouvé cette image dans un carton et constate avec délectation
que la douceur, la mélancolie de Nonna ont été capturées par l'objectif. Pendant un instant, je l'ai revue comme quand j'étais enfant, après son long bain matinal, assise sur un tabouret capitonné face au miroir de sa coiffeuse. Tous les matins, elle brossait ses cheveux en pestant face à leur indiscipline. Elle allait tous les 2 jours chez le coiffeur. Puis elle ouvrait un pot de crème qu'elle appliquait d'abord autour de ses yeux, ses lèvres et son cou pour terminer par ses joues, son front et son nez. Je restais assise sagement derrière elle, observant son reflet dans le miroir. Elle était habituée à ma présence. Parfois, elle accompagnait ses gestes de recommandation sur un ton doux mais ferme. Tu peux ne pas te maquiller, mais tu dois toujours sortir avec les cheveux en ordre. C'est important, Antonia. Écoute ta vieille nonna. Ta coiffure doit toujours être soignée. Une jeune femme doit toujours être en ordre, élégante et discrète. Je l'écoutais d'une oreille, car ce que je voyais m'émouvait intensément. Je sentais Nonna si fragile devant ce miroir. Même si ses gestes restaient agiles sur son cou allongé, sur ses paupières, sur son menton tiré vers le haut, elle pouvait à tout moment mourir, je le savais. Elle se regardait sous tous les angles, de biais, de face, de profil, observant l'observation de ses rides et de sa peau qui perdait de sa fermeté. Parfois, elle lâchait un soupir de déception. Non, elle n'échappait pas aux années. Même si elle estompait ses rides avec sa poudre blanche, même armée de son mascara, même avec son rouge à lèvres qui affirmait un contour de lèvres désormais trouble. Malgré sa vulnérabilité, elle n'abdiquait pas. C'est son acharnement qui me touchait. Ne te laisse jamais aller, disait-elle au miroir. C'était toujours par ces mots que son rituel matinal prenait fin. Comment faire pour ne pas se laisser aller? Comment a-t-elle fait quand Nan, son grand amour, est parti? Et papa, son fils, mort si jeune à la guerre? Et Villa Clara, la maison de son enfance, cette demeure entre ciel et terre. Tout son monde s'est évaporé en l'instant de quelques années. Nonna me manque. Elle savait lire entre les gestes, attentionnée, déterminée, curieuse. Elle a été l'unique vraie présence sur laquelle j'ai pu compter, la seule à m'aimer inconditionnellement. « 6 octobre 1965. Sensation persistante de m'être fait piéger par Franco. Je ne trouve pas les mots précis pour qualifier cette impression. Je m'en veux d'avoir été aussi naïve en l'épousant. Mais que diable ai-je vu en lui? Il n'en voulait qu'à mon nom, au passé prestigieux de ma famille. Je repense au déménagement lorsque lui et ses parents se sont battus pour les meubles de Nonna. J'ai failli mourir. La preuve est là, sous mes yeux. Leur avidité était là, sous mes yeux. Leur bassesse était là, sous mes yeux. Ils se pavanaient désormais en disant « Ce meuble est de la famille D. Il était à Villa Clara. » Il me donne la nausée. Heureusement, Nonna ne peut assister à ce spectacle affligeant. Je me suis promenée le long de la plage de Mondello ce matin. La mer était presque immobile. Il n'y avait pas un chat. En arrivant au centre du village, je me suis assise non loin d'un groupe de marins qui démêlaient leurs filets. Ils travaillaient tout en discutant d'un ton enjoué. Je les observais quand un vieux marin s'approche de moi, un thermos à la main, et me tend une tasse. « La signorina vuole un café ?» Il s'est assis à mes côtés et a commencé à chanter d'une voix granuleuse, le regard fixé sur l'horizon. Sa voix me calmait. Puis il s'est retourné vers moi avec ses yeux clairs, usés par la mer, et il est parti d'un grand éclat de rire plein de chaleur. Un jour, je saurai rire comme lui. « 1er mars 1966. Les autres confirment le monde à coups de talons, à coups de poignées de main, à coups d'enjambées confiantes, à coups de sourires efficaces. Moi j'hésite. Je danse d'un pied à l'autre sans m'arrêter. Je doute, confuse, incapable de donner des explications claires, des réponses rationnelles. Je m'empêtre dans mon vocabulaire. Je m'arrête soudain, à la recherche d'un mot, celui-là, celui qui m'échappe. 5 juillet 1966.
Grandir à toute vitesse et sortir de là. Je ne sais pas par où commencer. Je m'égare, je rature, je réduis, je construis, je compresse, je colle, je rêve éveillé, je crache sur l'injonction « Soyez heureux ». Seule la nuit, je suis honnête.